Avec moi, Michel Courchaine, Michael Fortier, Jean-François Lisée, qu'on vient de perdre, qu'on va retrouver dans quelques secondes. Bonne fin d'après-midi. Bonjour. Bonjour. Hier, on était dubitatifs. D'abord, on était mélangés, on étant tous ceux qui essayaient de comprendre. On a finalement compris. Il n'y a pas de nouveaux tarifs sur le Canada, mais il y a quand même ceux de l'auto qui ont été en vigueur mis en vigueur depuis minuit hier soir. Jusqu'où il y a eu un ouf, Michel Courchaine, Michael Fortier hier, et jusqu'où, néanmoins, ce qui reste fait très mal. Ça fait mal. C'est, en fait, oui, un soulagement et de quelque chose qui non plus n'est pas nécessairement encore terminé. Et je ne suis même pas certaine qu'on a réussi à éliminer ce climat d'incertitude qui fait tant mal à l'économie canadienne, mais l'économie mondiale. Pour ce qui est du Canada et du Québec, l'acier, l'aluminium semblent s'en tirer pas si mal, mais c'est quand même 25 %. L'Ontario, l'automobile, c'est là que ça fait extrêmement mal. Vous l'avez dit, on le voit avec Stellantis. Mais M. Carney a une riposte relativement équilibrée pour essayer de faire en sorte que ça fasse le moins mal possible au Canada. Et probablement que le fait de ne pas taxer les pièces d'auto pour permettre à la chaîne d'approvisionnement de l'Ontario de continuer à fonctionner est une bonne chose. C'est intéressant aussi qu'ils nous disent qu'il n'y aura pas de tarifs si les mêmes entreprises continuent d'investir et conservent leur production, parce que c'est ça la crainte, c'est qu'on perde cette industrie-là qui est déjà en déclin au Canada. On va, j'accueille Jean-François Lisée. Rebonjour Jean-François, enfin bonjour. Salut. On va revenir sur la riposte de Carney, mais avant, sur le diagnostic du mal, là, si on fait la somme de ce qui est en application depuis minuit hier, Michael Fortier, on en est où, d'après vous? Bien, on en est. C'est un choc qui est moins important pour le Canada, c'est certain. Et vous, dans la clip que vous avez montré tout à l'heure de M. Trump qui quittait la Maison-Blanche, il a dit quelque chose d'important, Patrice. Il a dit quelque chose, je pense qu'il a dit en anglais, « And people will want to make deals with us ». Right? Donc, ça, c'est important. Lui, ce qu'il veut, il a lancé cette salve, probablement pas pour avoir 180 deals, parce qu'il a visé des pays dont personne ne connaissait l'existence, soyons honnêtes, mais il y a un groupe de pays. Il y a 5-6 groupes de pays ou de groupes de pays avec lesquels il va vouloir s'entendre et obtenir des concessions. Pour le Canada, c'est un peu une victoire pyrrhique. Parce que oui, on a subi un coup moins important, Patrice, mais si l'économie américaine est en récession, dans un trimestre ou deux, pendant un trimestre ou deux ou trois, d'avoir accès au marché américain à des tarifs avantageux, ça nous donnera pas beaucoup de droits si les Américains sont en récession. Donc, il faut qu'au niveau global, ça se règle. C'est un peu curieux de dire ça, mais pour le Canada, il y a des bonnes nouvelles. Mais ces bonnes nouvelles-là, selon moi, sont sous réserve d'un règlement plus global à l'échelle planétaire. Oui, Jean-François Lisée, des bonnes nouvelles, donc bien relatives, parce que pour l'auto, si on isole ce qui est arrivé à minuit hier soir pour l'industrie automobile canadienne, ça reste que ça fait mal, on le voit déjà. Le secteur automobile canadien est en danger de mort. En danger de mort. Pourquoi? Parce qu'il a été complètement construit, parce que le Canada représentait à peu près 9 % du marché nord-américain de la clientèle de voitures, et il produit à peu près 9 % de la totalité des voitures et des morceaux de voitures. Et donc, une fois que tu l'arraches de cet organisme combiné-là, ben, il n'a plus sa raison d'être, parce qu'on ne peut pas produire pour 40 millions de Canadiens ce qu'on produisait pour une partie de 340 millions d'Américains. Alors, ça prend une recombinaison complète de l'ensemble du secteur. Là, on voit que Stellantis vient de fermer pour 2 semaines parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer, mais les calculs, c'est qu'une fois que tu as soustrait la valeur des pièces américaines dans les voitures canadiennes, le tarif n'est pas de 25 % il est de 12 % Alors, on se dit, ah bon, finalement, 12 % c'est pas grave, mais c'est le double de la marge de profit. Le double de la marge de profit. Alors, donc... Allez-y. Alors, est-ce que... Je sais qu'à Ottawa, ils essaient de trouver des stratégies
pour essayer de retenir les entreprises de déménager aux États-Unis, ce qui est la solution finalement la plus simple au plan mathématique. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel genre d'appui et de subvention ou de carottes et de bâtons doivent-ils faire pour leur dire, bien, restez dans un marché de 40 millions au lieu d'aller dans un marché de 340 millions? Michael, si tu as la réponse, ça m'intéresse. Non, j'ai pas du tout la réponse. Ce que j'allais observer, c'est l'analyse que Jean-François vient d'avancer, elle est excellente. Sauf que je pense qu'on a une petite fenêtre, Jean-François, c'est qu'avant d'aller aux États-Unis, comme vous le suggérez, et d'investir 1 milliard. Moi, je suis souvent allé à Détroit. Les usines qu'on voit là, de Ford et de GM à Détroit, c'est des kilomètres de long. C'est des trucs qui vont prendre des années à construire et qui exigent des milliards en CAPEX. Moi, je pense que les compagnies américaines, avant de prendre une décision aussi importante, ils vont vouloir être certains que si elles prennent ces décisions-là, que les tarifs ne seront pas renversés par quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, ils vont se ramasser avec trop de production aux États-Unis, avec la possibilité peut-être de produire des autos ailleurs après, avec des installations qui existeraient déjà au Canada. Moi, je pense qu'on a cette fenêtre-là, Jean-François, mais c'est le seul élément où j'apporterais peut-être une différence avec ce que vous avez avancé. Michel Courchaine, donc, allons-y avec la riposte annoncée aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? 25 des voitures qui seront assemblées aux États-Unis, qui arrivent au Canada. Est-ce que c'était la bonne riposte pour M. Carney? C'est une riposte qui est équilibrée, c'est une riposte qui est modérée. Vous savez, il y a 67 000 voitures qui proviennent des États-Unis. Donc, ça, c'est seulement 10 des voitures importées au Canada. C'est pas énorme. Donc, dans ce sens-là, il fait très attention. Il y a certains pourront dire qu'il sauve la chèvre et le chou, hein, d'une certaine façon. Il ménage la chèvre et le chou. Mais moi, aujourd'hui, il a beaucoup insisté sur la négociation globale avec M. Trump qui aura lieu après l'élection. Ouais. C'est comme s'il voulait protéger. Il ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Il veut surtout protéger sa capacité à réellement négocier avec les États-Unis si jamais il devient premier ministre du Canada. Il y avait beaucoup de ça et aussi maintenir l'unité des provinces. Évidemment, il faut qu'il gagne ses élections en Ontario. S'il veut être majoritaire, il a besoin de l'Ontario. Il a consulté ses premiers ministres. Tout le monde semble d'accord. Mais il faut que cet accord-là, cette unité-là avec les provinces reste ferme, à tout le moins, jusqu'à temps qu'on recommence à négocier, s'il y a négociation. Okay. Pour l'instant, il a c'est l'appui. nous qui la voulons, mais oui. Est-ce que M. Trump va la vouloir autant que nous, cette négociation? Ça, c'est une bonne question. Michael Fortier, sur la riposte Carney aujourd'hui. Bien, je dirais que, vous savez, hein, je tiens compte des jours où il était à Ottawa, où il commence sa journée, il finit sa journée. 12e jour de campagne, ça fait 6 jours. Soit qu'il commence à Ottawa ou il finit à Ottawa. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il est à Ottawa, c'est pas un détail, hein? Il met sa pine de l'Ordre du Canada. Quand il est en campagne, il met le drapeau. On dirait que dans sa tête, quand il est à Ottawa puis il est premier ministre, il met sa pine de l'Ordre du Canada parce que c'est une personne qui a reçu cet ordre. Il est un peu au-dessus de tout le monde. Je trouve ça intéressant, vous surveillerez ça. Mais l'élément de la riposte, Michel a raison, c'est une riposte qui est modérée. Mais moi, c'est le 8 milliards que je n'ai pas compris, Patrice. Encore une fois, Carney lance un chiffre qu'on n'arrive pas à décrypter correctement. Il a dit, je vais donner 8 milliards aux entreprises et aux employés. OK. Quelles le profit entreprises? de cette taxe. Oui, mais quelles entreprises, Patrice? Il y en a là-dedans qui sont des filiales d'entreprises américaines qui vont bénéficier de ce millimélo de tarifs. Est-ce qu'on est en train d'avantager des compagnies américaines qui nous désavantagent, nous autres? Je ne dis pas qu'on le fait, mais il n'y a tellement pas de détails. C'est pour ça que j'aime ce que Poilievre a fait. Je demandais à ce que les conservateurs arrivent avec des mesures précises. Aujourd'hui, Poilievre a dit on devrait diminuer le prix des autos fabriquées au Canada. On va enlever la TPS, puis on va demander aux provinces d'enlever la taxe également. Très bien. Monsieur Lisée... il y a un autre appel, Est-ce qu'on a le droit de prendre son temps? Je vais vous faire entendre, parce que on va aller sur le terrain plus politique. Je vais vous faire entendre M. Carney qui se fait demander, se fait poser comme question, est-ce que votre appel, c'était un succès ou un échec, compte tenu que le 25 sur les voitures, il est tombé quand même sur notre tête hier à minuit.
Sa réponse, et vous allez entendre Pierre Poilievre qui, lui, propose effectivement la TPS, et M. Yves-François Blanchet également. On écoute. L'appel avec Monsieur le Président, nous avons fait de progrès. On peut le voir avec le résultat par rapport les tarifs réciproques. Nous avons eu le meilleur accord d'une série de mauvais accords. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui qu'un nouveau gouvernement conservateur va abolir le TPS sur toutes les voitures neuves fabriquées au Canada, tant et aussi longtemps que les tarifs de Donald Trump sont en place sur nos automobiles ici au Canada. Avec la balance du pouvoir, on peut à la fois être une contribution à un gouvernement fédéral qui doit aller négocier avec les Américains. On l'a montré, on n'arrête pas d'arriver avec des idées qui sont basées sur des analyses faites par des économistes pour qu'on soit une contribution positive et pour démontrer aux Québécois que la gang du Bloc québécois, comme depuis 6 ans, on peut leur faire confiance. Contribuer à une éventuelle négociation, être présent, dit M. Blanchet. Je reviens à ce que M. Carney dit. Il dit c'est quand même positif, Michel, qu'on n'ait pas eu de tarifs réciproques. Donc, il ajoute quand même sobrement, mais ouais. il veut indiquer que l'appel a produit des fruits quand même. Indiquer que l'appel a fait changer de ton le président américain. On ne parle plus du 51e État. On ne le traite plus de gouverneur. C'est déjà ça. Parce que, vous savez, dans la population, l'annexion, il y a encore des gens qui croient à ça fermement et qui sont très inquiets. M. Trump a changé de ton avec M. Carney. Est-ce que ça va tenir? Probablement. Probablement que ça va tenir, mais il en demeure pas moins qu'il fait bien de jouer ça sobrement. Parce qu'il y a bien du monde qui ont travaillé. Hein? Il y a tous les premiers ministres sont allés à Washington. Les ministres fédéraux ont fait un travail quand même important. Les sénateurs démocrates républicains, la veille, avant-hier soir, n'est-ce pas, il y a des républicains qui disent ça suffit. Donc, il y a un travail terrain qui se fait. Donc, il fait bien, M. Carney, de rester modeste dans ce qui s'est passé hier. Mais admettons qu'il y avait eu hier d'autres tarifs imposés au Canada, là, tarifs réciproques, peu importe. Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas eu, Jean-François Lisée, Michael Fortier, ça donne un peu d'oxygène éventuellement à Poilievre? Parce que s'il y en avait eu, l'anxiété aurait été au plafond, puis les gens auraient dit, bon, est-ce que ça vient changer le reste de la campagne, cette journée-là d'hier, Jean-François Lisée? Pas de façon significative, parce que, vous voyez, les fermetures d'usines dans le sud de l'Ontario, là, ça, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle en Ontario. On appelle les autres, savoir si vous allez fermer ou non, combien ça va coûter, allez-vous avoir des problèmes de liquidité. On n'a pas encore reçu de Washington le détail des pièces américaines qui vont être exemptées ou non. Donc ça va arriver. Est-ce qu'il va arriver quelque chose sur le bois d'œuvre? Est-ce qu'il va arriver quelque chose sur les semi-conducteurs? Est-ce qu'il va arriver quelque chose sur le pharma? Tout ça est possible. Alors donc, tout le monde, là, c'est M. Carney, M. Poilievre, M. Singh, M. Blanchet, ils avancent dans le brouillard. Hein? On appelle le fog of war, le brouillard de la guerre. Là, on est dans le brouillard de la guerre commerciale. Et c'est très bien que M. Trump ne parle plus du 51e État jusqu'à cette heure-ci aujourd'hui. Hein? Je veux dire, personne ne peut dire ce qu'il va dire la semaine prochaine. Puis est-ce que quelqu'un lui a dit qu'on avait riposté sur les voitures américaines? Et quelle est la température de sa fièvre de riposte? Là? Il nous avait annoncé de la riposte si on faisait quelque chose. Alors, on ne peut rien prévoir. Et donc, ça reste le thème dominant de la campagne. Et pour l'instant, M. Carney navigue aussi bien qu'on peut le faire dans le brouillard, ce qui est un cauchemar pour M. Poilievre et les autres chefs de l'opposition. Michael Fortier, comment la journée d'hier a pu nuire ou aider, tant soit peu, M. Poilievre à revenir sur ces thèmes, coût de la vie, ou encore une fois, il est... Non, mais non, on est encore là-dedans. Voyons donc. Qui pense que c'est fini? C'est pas fini du tout. Poilievre, je l'ai dit tantôt, je pense qu'il a bien fait de parler de cette idée de couper la TPS puis demander aux provinces d'enlever les taxes de vente sur les autos. Très, très bonne idée. Mais il va devoir composer encore avec ce qui se passe aux États-Unis.
La bourse, vous le montriez au début de l'émission, a chuté de 4 aujourd'hui. Si vous pensez que la bourse monte de 8 demain, là, j'ai bien des trucs à vous vendre que j'allais vendre sur Kijiji, Patrice. La bourse ne remontera pas de 8 demain. On va être dans un cycle, je pense, particulièrement houleux et difficile dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que Trump, il veut des deals. Il veut des deals avec des groupes de pays, j'en ai parlé tantôt. On est là-dedans jusqu'au 28 avril et c'est à Poilievre de trouver une façon de sortir Carney d'Ottawa. Je le dis depuis longtemps, le sortir d'Ottawa puis de l'amener sur le terrain de la candidature pour être premier ministre du Canada. Et s'il passe trop de temps à Ottawa avec sa pine de l'Ordre du Canada, ça va être un problème pour les conservateurs parce que pendant qu'il est à Ottawa, puis pendant qu'il parle de tarifs, puis pendant qu'il dit « j'ai parlé à Trump », bien, les autres ont l'air d'être des figurants. Ce qu'ils ne sont pas, là. Exact. Mais c'est l'impression que ça donne à la population. Donc, Michel, là-dessus, il faut qu'il adapte encore plus rapidement sa campagne, Poilievre. Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas jouer, lui, au premier ministre désigné. En fait, ça, c'est non, pas de sa faute. c'est ça. C'est pas de sa faute. Il ne l'est pas, premier ministre. T'sais, dans notre pays, il y en a juste un premier ministre, puis c'est M. Carney. Et c'est un réel désavantage. Puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une campagne électorale qui est complètement anormale. Et qui est dominée par un autre pays, le président d'un autre pays. Par contre, il faut faire attention. Il reste 2 semaines et demie. Ce soir, il y a une émission où les chefs sont interviewés ici à RDI. Il y a les débats. Mais il faut faire attention parce qu'il y a encore des gaffes qui peuvent se produire. Et moi, j'ai l'impression que ça va se rééquilibrer légèrement. Je pense que les libéraux sont encore en posture de gagner. Il va baisser un peu. Je vais vous montrer mais des la chiffres, base électorale des conservateurs, M. Poilievre réunit dans ses ralliements 2 000, 3 000, presque 5 000 personnes. Les libéraux, ils n'ont pas ça dans leur salle. Puis c'est partout au Canada. Là. Même à Québec, il y avait 3 500 personnes. Moi, sincèrement, ça m'impressionne. Il prend où? Parce que pour quelqu'un qui est à 38 puis qui réussit à réunir autant de gens, c'est des gens qui vont voter pour lui, certainement. Bien, on imagine. Mais regardez les chiffres. Je vous montre des chiffres. Est-ce que c'est le Nanos, ça? 46-37, là. Écoutez, si c'est la réalité, c'est la fin. Pas la fin absolue, mais une grande difficulté pour le NPD. 46-37. Il y a le mainstream qui est un peu plus bas pour les libéraux, 40-37. Ce n'est pas les conservateurs, Michael Fortier, qui chutent. Ce sont les autres partis chutent et il y a un transfert important vers les libéraux. Mais M. Poilievre, il ne déçoit pas les conservateurs qui sont déjà conservateurs. Il y a un bloc solide qui reste depuis le début, là. Oui, puis Michel faisait référence 38, bon, on voit 36, mais il s'est tenu dans les autres 38-39 qui sont... ces eaux-là représentent des eaux victorieuses. Normalement. Pour le Parti conservateur. Donc, oui, c'est ce combat. Michel a 100 % raison. C'est loin d'être terminé, mais on répondait à votre question. Tant que Carney nous représente, a ces conversations avec le président des États-Unis ou donne l'impression qu'il est son interlocuteur principal, et d'ailleurs, il l'est, bien, il va falloir que les conservateurs soient créatifs. Et il faut qu'ils soient créatifs. Il faut qu'ils trouvent une façon d'attirer l'attention. Et je reviens, je pense qu'aujourd'hui, cette idée-là, de donner un break aux Canadiens qui achètent des autos, je pense que c'est une très bonne idée. Mais Jean-François Lisée, vous êtes stratège conservateur demain matin ou ce soir. Qu'est-ce qu'il peut faire de tellement différent sans se dénaturer, d'abord, et pour renverser une espèce de vague qui semble emporter pas mal de monde? Il faut que vous croyiez encore aux pipelines, Jean-François, dans cette hypothèse. Ah oui, bien, je pense qu'ils ont fait le plein. D'abord, il s'est fait voler son pipeline par les libéraux, comme le reste de sa plateforme. Alors, mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer de changer de sujet en ce moment. Peut-être dans les derniers 10 jours ou après le débat, mais en ce moment, il faut être pertinent dans le sujet en cours. Voilà. Et je n'entends pas Pierre Poilievre dire quelque chose qui le distingue suffisamment, tout en étant responsable de M. Carney. Pour le Bloc, c'est différent parce qu'il joue sur la méfiance raisonnable des Québécois face à un premier ministre fédéral. Puis ils ont juste à dire, écoutez, la dernière fois que les conservateurs étaient majoritaires, ils nous ont dit
qu'ils allaient protéger la gestion de l'offre. Une fois à la signature, ils nous ont largués. Ça, c'était Stephen Harper avec l'Europe. La dernière fois que les libéraux étaient majoritaires, ils nous ont dit qu'ils allaient protéger la gestion de l'offre. Une fois à la signature, ils nous ont largués dans la négociation de l'ALENA avec Trump. Donc, pourquoi n'êtes-vous pas aussi méfiant de Carney que vous deviez l'être de Harper et de Trudeau? Votre seule chance, la seule personne qui est prête à mourir pour défendre la gestion de l'offre, c'est le Bloc. Ouais. Ça, c'est un argument qui est sur le sujet central des tarifs et qui peut avoir de la traction, comme on dit. Si, Michel Courchaine, Michael Fortier, si le Bloc arrive à persuader les Québécois, à plaider auprès des Québécois que c'est un gouvernement minoritaire et que là, Oui, mais il c'est aurait ça. du pouvoir, parce que devant Ben, un c'est ça. gouvernement Mais majoritaire... en votant pour eux, Oui, mais moi, je pense Michel, que... en moi, votant je pense pour que eux, les- ça devient minoritaire. Oui, mais je pense que les Québécois, Jean-François, ils veulent un gouvernement majoritaire. Ils ont assez joué dans le film On des verra. minoritaires. On vient d'en sortir des gouvernements minoritaires. Vois ce que ça a donné. On se retrouve dans une bizarre d'élection. Donc, on veut un gouvernement majoritaire. Et ils savent, les Québécois, que de toute façon, qu'ils soient 15, 20 ou 35 députés Bloc, ils savent que le Bloc sont sérieux, ils font leur devoir, leur leçon, puis ils défendent les intérêts du Québec. C'est de l'acquis. C'est ce qu'ils nous ont le mieux démontré au cours des dernières années. Ils réussissent à avoir le discours encore là. Et François Blanchet, il faut lui donner ça. Il y a un discours qui est convaincant, il est sérieux, il est argumenté, il n'est pas hargneux comme Pierre Poilievre, il n'est pas d'attaque mesquine, il n'est pas super mesquin, il est comme tous les politiciens. Mais il a fait ses preuves. Alors, ils savent. Alors, cette fois-ci, on veut un gouvernement majoritaire fort. Aujourd'hui, mais dans 15 jours. On verra dans 15 jours. Michael Fortier, 12 jours, c'est quand même bien entamé. Vous voyez, je vous répète la même question que j'ai posée à Jean-François. Vous êtes stratège conservateur. Vous faites quoi urgemment pour tenter de faire... Parce que ce n'est pas un petit renversement qu'on souhaite de leur côté. Il faut que le NPD revive et que les libéraux baissent. Oui, tout à fait, mais il reste suffisamment de temps. On parle aujourd'hui le 12e jour. Il y aura des moments en campagne où M. Carney, il va quitter Ottawa, il va changer de pin, il va mettre le drapeau du Canada. Il va falloir qu'il y ait plus à l'ouest que Winnipeg. Réalisez-le, là, on est au 12e jour, demain le 13e. Le gars, là, au lieu de se d'une mer à l'autre, il a fait une... Je ne sais même pas s'il a fait une mer. Oui, il en a fait une. Oui. Il a fait un océan. Il en manque, tu sais. Alors, il n'est pas allé en Colombie-Britannique, il n'est pas allé dans les prairies, il est allé nulle part. Il est allé nulle part. Il reste beaucoup de temps. Les libéraux n'ont pas mené une grande campagne jusqu'à présent. Les conservateurs ne gagneront pas ça avec un coup de circuit. Non, ils vont devoir gagner en travaillant au corps tous les jours, trouver des façons de passer leur message. Et c'est possible de le faire. Conclusion, Jean-François, vous avez levé la main. Est-ce que je vous ai vu faire ça? Oui, bien peut-être aujourd'hui, M. Carney, on lui a demandé à Radio-Canada, est-ce que vous allez voter la loi pour retirer la gestion de l'offre de la négociation, la loi? Il dit non, ma parole suffit. Ah! Voyez-vous. Oui, d'ailleurs, le Sénat qui avait refusé. Enfin, bref, gestion de l'offre, ça, c'est à surveiller. Et vous parlez de Radio-Canada, Jean-François, Michel et Michael, ce soir, 20h, mes 3 collègues, Anne-Marie, Céline et Sébastien, vont interviewer à tour de rôle pendant une vingtaine de minutes les 5 chefs. C'est en direct ce soir de Montréal. Donc, Michael, il sera à Montréal encore. Il sera pas mais il va aller toucher à Ottawa. Je garantis qu'il touche à Ottawa. C'est sûr! À bientôt. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir.